pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore trop pressées de se faire beaucoup d'argent. Et il y a beaucoup de rivalité entre les rappeurs justement parce que comme ça devient de plus en plus dur à avoir des groupes qui sortent complètement du contexte, trop de personnes se mangent dessus et parlent sur les autres et il y a beaucoup de rivalité. Voilà quoi. Mais bientôt, plus tard, quand les premiers rappeurs, ceux qui ont sorti leur album maintenant, nous compris, on aura fait assez d'argent pour produire d'autres groupes, là ça commencera à être intéressant. Parce que là, ça sera carrément des petites structures de production parallèles à ce qui existe déjà. Et ça sera fort. Quand on parle du rap, du phénomène rap, déjà ça fait fort. Mais le rap là, pour moi, il n'est même pas encore au commencement là. Là, ça vient juste de commencer, là c'est que les introductions. Plus tard, ça va devenir intéressant. C'est ce qu'il faut que tous les rappeurs se disent. Là, ce qu'ils se font comme argent, c'est rien par rapport à ce qu'ils vont se faire plus tard. Voilà, il suffit d'être patient. Et nous, ça fait tellement longtemps qu'on attend que même si on doit encore attendre, on attendra. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de On refait le rap avec toujours Cher, le sniper. Enfin, s'il le veut bien, salut Cher. Bonjour. Et Jean-Pierre Sec. Salut. Bonjour à tous. Et puis, c'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir un homme de l'ombre dans la lumière parce qu'aujourd'hui, On refait le rap accueille quelqu'un qui a fait le rap, en tout cas qui a contribué à le faire et à le mettre au plus haut. C'est Kenzie. Bonjour Kenzie. Bonjour messieurs. Kenzie, donc initiateur du Secteur A, l'ex-Sect Abdoulaye, le Secteur A qui a évidemment été l'un des piliers du rap français depuis les années 90, enfin même depuis la fin des années 80 d'ailleurs. Peut-être Kenzie, on pourrait commencer par un peu rappeler pour les plus jeunes d'entre nous la saga du Secteur A. Comment est-ce que ça a commencé? Comment est-ce que tout ça a vu le jour à Sarcelles, le dortoir des Grands de la banlieue nord? Alors déjà, étymologiquement, le nom Secteur A vient, c'est une contraction du quartier dans lequel on a grandi. Nous. Enfin, je n'ai pas grandi dans ce quartier-là, puisque je vivais, moi, du côté de Garges, dans la même rue que Jackie et Benji, qu'on a rebaptisé d'ailleurs après la rue Cazenègre. Et moi, je partais de là pour aller traîner dans le quartier d'un pote à moi qui s'appelait Frédéric et finalement de beaucoup de gens avec qui je traînais. On avait rebaptisé ce quartier-là Sect Abdoulaye parce qu'un jour, on a vu un film américain qui n'est pas un grand souvenir cinématographique, qui s'appelle Double Détente. C'est un film avec Arnold Schwarzenegger et Jim Belushi. Et l'histoire, en gros, c'est l'histoire d'un flic russe joué par Schwarzenegger qui suit un mafieux russe qui s'échappe de la Russie pour aller se cacher quelque part aux États-Unis. Donc le flic russe voyage jusqu'à Washington, je crois, jusqu'à Chicago. Il rencontre le flic américain qui est joué par Jim Belushi. Ils doivent faire un espèce, c'était à l'époque des duos entre deux flics à chaque fois. Et donc là, on avait le flic russe et le flic américain avec un chien au milieu. Et donc il cherche le mafieux russe et le flic américain lui dit à un moment, si tu veux savoir tout ce qui se passe dans la rue à Chicago, il faut qu'on aille en prison. Et donc ils arrivent en prison dans des quartiers réservés aux Noirs. Et là, tu as un mec aveugle qui, avec ses gardes du corps rasés, etc. Et l'autre, en rentrant, il dit « Tiens, c'est Abdoulaye et les mecs de sa secte. » Donc on est sorti du film en disant « On a dit c'est nous la secte Abdoulaye. » Tiens, c'est lui. Abdoul Elidja, sur son trône avec ses petits copains. Il les oblige à se raser le crâne en signe d'obéissance. Je crois que les règles sont différentes pour les pontes. On dirait ton gouvernement, hein, Ivan? Amène-toi, toi, là-bas. Viens te causer. C'est le capitaine Ivan Danko. Il a fait tout le chemin de Russie pour causer à ton patron. C'est bien joli, mais t'es qui, enfoiré? Cet homme n'a aucun respect pour l'autorité, inspecteur police. Alors là, tu m'étonnes. Et donc, ce qui est drôle, c'est qu'après, comme on est en pleine guerre du Golfe, il y a plein de gens, un peu des services pas secrets, mais des services comme ça, qui commençaient à imaginer qu'il y avait des souches islamistes un peu en banlieue parisienne. Et donc, on avait de temps en temps la visite de ces gens-là. Mais donc, d'où vient la chose? Les services secrets, on fait un petit coucou. Voilà. Et donc, voilà d'où vient le nom Sect Abdoulaye et Secteur A. Et donc, Secteur A, c'est la contraction de Secteur A de Sect Abdoulaye, puisque le A tréma, c'est censé être le A et le I tréma à la fin. Pour ceux qui font un peu de graffiti. C'est vrai que depuis le début, avant même qu'on commence à parler de rap avec le Ministère Amer, il y a déjà, enfin, plus exactement au tout début de la carrière discographique du Ministère Amer, on a déjà une odeur assez sulfureuse, puisqu'il y a notamment toute une série d'articles dans les journaux, François, l'événement du jeudi, le Canard enchaîné. Dès le début, vous êtes catalogué, justement, comme tu disais, alors la secte, dealers, les terroristes. Mais en même temps, après on en a peut-être joué un peu, mais c'était tellement loin de nous que ça nous faisait plus de la pub que du mal en réalité. T'as peur d'être catalogué le bandit du quartier ou le dealer du quartier quand t'es vraiment le bandit du quartier ou le dealer du quartier. Quand tu l'es pas et qu'on te prête cette image-là et que tu arrives dans le rap avec une image où les gens te perçoivent un peu ton groupe comme un groupe dur et qu'il y a ça qui précède, tu dis pas non. De toute façon, t'as pas d'autre moyen de marketer ton groupe, t'as pas d'autre moyen de promouvoir le groupe. Donc ce qu'on te donne,
Et il n'y a pas eu mort d'homme, tu vois, ça n'a pas porté préjudice à qui que ce soit. Donc nous, on utilise ça aussi un peu. C'était les bandes au scanner, l'article de François, avec une carte de Paris, avec tous les gangs, dont le vôtre. Et alors, le premier maxi, donc la première apparition discographique de Ministère Amer, c'est Traître, un maxi 3 titres qui sort en 90. Tu es présenté comme l'idéologue du groupe, ça te convenait comme appellation ? Je crois que c'est un surnom que tu as quand tu rappes et que tu as des lunettes. Parce que quand tu as des lunettes, tu es toujours catholique comme un peu l'intello. Tu vois, je veux dire, on en a un autre ici. Tu vois, quand tu as des lunettes, malheureusement, c'est comme ça, mais je ne pense pas avoir été l'idéologue du groupe. Il y avait quand même un truc, c'est toi qui répondais aux interviews. Mais ça, c'est un choix où, je sais pas, moi, j'ai pas demandé à répondre aux questions du groupe. Moi, j'ai même pas demandé à être manager, j'ai même pas demandé à rentrer dans le groupe. Des mecs qui écoutent du rap, rencontrent des mecs qui écoutent du rap dans la même ville, forcément, il y a des choses qui réunissent. Et puis, on a commencé à traîner ensemble, aller à Paris, revenir. Et voilà comment ça part. De cet épisode-là à l'épisode premier Maxi 45, je ne sais pas comment on fait, mais on rencontre Mariano Beuve, qui a été le mec qui nous a, je ne vais pas dire mis le pied à l'étrier, mais qui nous a tendu le micro. Et donc, on va chez lui du côté de Bois-Colombes. Il avait déjà du matériel, parce qu'à cette époque-là, tu étais producteur quand tu avais du matériel à la maison. Et lui, il était très, très content de son matériel. Je me rappelle même, il avait son premier Maxi 45 de Traître, de Ministère Amer, il avait mis la liste du matériel qu'il avait. Le mec était assez fier, tu vois. Et attachant, humain, cool, tu vois, un peu fouillis, mais mec qui dit voilà ce que je veux, et je ne sais pas comment le faire, faites-le. Et donc, le premier souvenir que j'ai de Mariano, c'est qu'il nous a parlé de ce synthé. Il avait un synthé qui coûtait cher. Et il nous disait, ouais, tu sais, dans le monde, il n'y en a que 3 comme cela. Et Steve Wonder, il en a un. Tu vois, ça voulait trop rien dire pour nous. Et nous, on n'avait pas encore d'espérance de studio. On avait bricolé avant une maquette qui avait été payée par nos propres fonds. On avait été dans un studio rue Pajol, dans le 18e. Maintenant, c'est devenu une école de commerce, 18 rue Pajol. Et dans le sous-sol de cette école-là, il y avait un studio avec 8 pistes. Et c'est là qu'on a fait la maquette de Traître, choisi le droit chemin et le savoir est une arme. Et donc c'est avec ça qu'on est parti voir Mariano, et c'est ça qu'on a fait écouter. Et donc la signature, elle s'est faite en 10 jours. Sur un micro-label qui était Musidisc, qui avait les moyens d'une supérette de quartier. On n'a pas vraiment entendu parler de Ministère Amer dans les médias comme les Solar ou les NTM qui eux étaient signés sur des majors. Ça vous gênait de voir que à côté, il y avait d'autres groupes qui avaient un écho médiatique plus important, même si ça ne vendait pas encore beaucoup, alors que vous étiez finalement beaucoup plus dans un petit circuit de fait de l'absence de promotion. Non, je pense qu'on était tellement contents d'avoir un disque qui sort ou d'avoir une maison de disque derrière nous qu'on ne comprenait pas encore la force ou le poids ou l'importance que peut avoir une grosse structure par rapport à une petite structure. Et on était, nous, avec Mariano, pendant des mois, on a... Surtout Mariano, lui, qui avait déjà des entrées dans certaines maisons de disques, BMG, Sony, etc. Et me disait, viens avec moi, parce que moi, je m'intéressais plus à ce qui se passait derrière. Moi, être ma tête sur les pochettes ou même être artiste, ça m'a jamais plu. Mais même être derrière, ça m'a jamais plu non plus. Mais comme à un moment, on rentre d'une rivée, comme on disait, d'une balade sur Paris, et là, avant d'arriver à Gare-sur-Seine, les mecs me disent, ouais, tu vas être notre manager. Et tu vois, et moi qui suis timide, pas timide, mais j'ai la sociabilité difficile, disons. Oh, c'est beau ça. Tu vois ce que je veux dire ? Première punchline de l'émission. J'ai ce défaut-là où je ne vais pas forcément rapidement chez l'autre. Moi, on est dans une génération aujourd'hui où les gens aiment lancer les noms des gens qu'ils connaissent, etc. Je connais un tel. Moi, ce qui est important pour moi, ce n'est pas la quantité d'amis ou de connaissances ou de personnes que je connais, c'est la qualité des relations que je tisse avec les gens que je connais depuis longtemps ou les gens qui me sont présentés par des gens que je connais récemment, tu vois. Et ça a toujours été ça, moi. Donc, aller comme ça vers l'autre, ça n'a jamais été mon truc. Et j'ai trouvé ça challengeant, justement, d'accepter ce métier-là, qui est justement un métier de contact et qui allait quelque part contre ma nature. C'était pas me faire violence, mais c'était aller contre ce que j'étais, un mec réservé, qui rigole qu'avec ses potes, tu vois, qui est très affable quand il sent bien et qui peut disparaître dans une conversation pendant des années parce qu'il connaît pas les gens. C'est vrai que ce qui est marrant, c'est que moi je me rappelle, on a fait quelques interviews, notamment pour Rapline, on va parler du clip de Traître après, mais t'es très froid. Et c'est pratiquement celui qui, en France, a vraiment inventé la punchline en interview dans le rap français. Parce que je me souviens notamment tu parlais des certains rappeurs qui disaient plein de livres et tu disais, nous, on a lu Strange. C'est vrai qu'il y a un groupe qui aime bien balancer dans toutes les interviews. Moi, j'ai lu celui-là. Moi, j'ai lu chez Quanta Diop, j'ai lu celui-là.
Si tu passes à la télé pour dire ce que t'as lu, qu'est-ce qu'on en a à péter? Moi j'ai lu Strange et alors. Faut pas lire pour dire j'ai lu, hein, il faut lire pour ça te sert. Moi Strange ça m'a servi plus qu'autre chose. C'était vrai, en même temps. Oui, non, mais je dis, mais bien sûr, mais je veux dire, le fait, la façon dont tu le disais, avec ce ton très froid et cassant, c'était assez magnifique. Et puis après aussi, quand tu disais, je te signale que tu parles à des rappeurs qui ont tous le baccalauréat, c'était. Ouais, mais ça donnait naturellement cette punchlinerie. C'est pas, j'ai pas tant que ça, moi, à la recherche de la punchline ou du bon mot. Tu vois, en même temps, tu grandis dans un quartier comme Gare Charcel, qui est comme un quartier comme à Saint-Denis ou Mantes-la-Jolie, où tu as des concours de vannes toute la journée. Donc, la vanne, c'est les codes de la punchline, la vanne. C'est un mec va te vanner, tu vas pas lui dire, ouais, il va raconter une histoire de 20 minutes, tu sors une formule, tu sors une formule qui tue le mec. Donc ça, c'est un truc qui est un peu naturel quand tu viens de ces endroits-là. C'est pas un truc que je recherche en réalité. Et je te disais donc, il y a tout ce qui est autour de la vie d'artiste qui m'intéresse. Et quand je suis nommé manager, la première chose que je fais, c'est de retourner à Paris, le même jour. Hein, c'est-à-dire qu'on arrive à la gare de Gare Charcel et moi, je reprends le train à Paris pour aller à la FNAC et pour acheter des bouquins. Je vois un mec qui était là, qui travaillait à la FNAC et il me dit « Ouais, vous cherchez quelque chose ?» Je dis « Ouais, je voudrais avoir des livres sur la musique. » Il me dit « Ouais, il faut aller dans ce rayon-là. » Je vais dans le rayon et là, je tombe sur une série de bouquins qui étaient édités par le Centre d'information du rock, le CIR, et écrits tous par un mec qui s'appelle Gildas Lefebvre, qui a été pour moi mon mentor, tu vois ce que je veux dire, si on peut appeler ça un mentor, mais c'est des livres, moi, qui m'ont appris la base de ce que j'ai su faire après. Tu avais un bouquin qui s'appelait Profession manager, l'autre qui s'appelait Profession éditeur, Profession producteur, Profession producteur de spectacle, Profession... J'ai tout acheté et j'étais avalé l'information à la maison. Et je suis revenu après avec mes notes. Il y avait à la fin d'un des bouquins une espèce d'annuaire de toutes les personnes qui travaillaient dans la musique, donc label par label, les éditeurs, les producteurs du spectacle, les distributeurs et les managers. Et donc moi j'appelais les gens, tu vois, je faisais mon métier de base, j'appelais les gens, bonjour, ouais j'ai un groupe qui s'appelle Ministère Armeur, et les mecs prennent pas au téléphone, mais tu sais pas ça. Mais tu le fais parce que tu dis bon ok, j'ai fait celui-là, et chaque jour je devais passer des 50 appels, toi, 100 appels. Au début, tu le fais par défaut. Et à quel moment tu sens que tu es vraiment fait pour ce métier, que tu es vraiment fait pour être producteur de disques à part entière? Mais en fin de compte, je suis devenu producteur de disques parce que j'avais l'impression que d'autres ne pourraient pas faire aussi bien que moi. En fin de compte, moi, je n'ai pas cherché à être manager, éditeur, producteur ou producteur de clips. C'est juste, tu avais affaire à des gens... Moi, j'étais prêt tout de suite, moi, à déléguer ça, tu vois, même le management ou la production, l'édition. Mais après, tu es un peu responsable quand des gens te confient leur carrière, tu te sens un peu responsable. Donc, tu veux bien passer le dossier à quelqu'un d'autre, si et seulement si tu sens que la personnalité a la capacité de faire aussi bien que tu prétends pouvoir le faire. Donc ça joue très vite. Et quand tu penses que la personne n'est pas capable de le faire et qu'il va y avoir un moment une situation de tension entre ton groupe et la personne, tu dis bon, je vais le faire moi-même, quoi. Et voilà pourquoi je suis devenu tous ces métiers-là. Mais moi, j'ai toujours voulu avoir des alter-ego, des gens autour de moi qui peuvent être un super bon producteur qui n'est pas de secteur A, un super bon éditeur qui n'est pas de secteur A non plus. Ça m'a jamais posé de problème en réalité. Alors, moi, je me rappelle des années après, c'était Driver, le maire de Sarcelles, que tu connais bien sûr, qui m'a expliqué des années après Rapline l'importance que pour lui, plein de gens de son quartier avaient eu la diffusion de ce clip de Traître tourné à Sarcelles, donc on le rappelle, pour Rapline. On voit d'ailleurs dire de déclencher les hostilités. Le ministère est prêt. Le ministère est prêt. Nous recevons 5 sur 5. Objectif en vue. Attendons plus de décision. Déclencher les hostilités. La fameuse phrase où on voit Stomy, Passy, Moda qui était encore là dans le quartier et on voit à la fin, c'est une image moi qui m'avait beaucoup marqué, qu'on pourrait plus du tout imaginer maintenant, où il y a tous les mecs du quartier qui arrivent avec le Coran à la main, habillés en djellaba. Avant on voit passer tout le monde, on voit Benji, on voit Gynéco, tous ceux qui vont plus tard devenir les stars du secteur A. À ce moment-là, tu as le sentiment d'avoir en main quelque chose d'aussi dingue quand cette vidéo se tourne, quand il y a tout ce truc qui se met en place. Sur le moment, non. Moi, je crois que de temps en temps, on pense que tout ça était une stratégie bien écrite et que c'était en réalité, tu écris les grandes lignes. Tu dis, voilà, on va avoir Rapline qui va arriver. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on tourne exactement? Et après, le reste, c'est de l'expression libre. Tu vois, la scène du Coran, je m'en suis rappelé, mais je ne pense pas qu'elle a été prévue. Les gens sont arrivés. Il y en a qui étaient habillés en habit du dimanche, sont arrivés en djellaba. Des mecs que je voyais tous les jours en sorvette sont arrivés en djellaba. Tu dis, bon,
c'est leur habit de scène. Bon, tu vois, s'il a envie d'être vu comme ça, c'est son truc. Mais même dans ça, il y a jamais. Nous, on n'a jamais donné des rendez-vous à des mecs tel jour, 5 jours avant, une semaine avant, comme pour la pochette du Maxi 45 Traite. Elle s'est faite sur un coup de tête et on est parti de notre quartier jusqu'au Forum des Cholettes et tous les mecs qu'on rencontrait sur le passage, et oh, faites quoi, on fait une pochette, on peut venir, ouais, venez. Et là, tu as tous les mecs qui étaient disponibles. Il n'y a jamais eu de rendez-vous donné pour cette pochette-là. Et pareil pour Rapline, on a dit on va tourner dans tel quartier, parce qu'on voulait en même temps, on s'est dit, bon, Rapline va venir une fois, et puis on n'aura plus jamais Rapline. Donc, nous, s'il y avait eu de budget, on voulait montrer des plans en hélicoptère de la ville, parce que la ville, architecturalement, elle est bien au sol, tu t'en rends pas compte, mais en l'air, tu as l'impression que tout est cadré, que tu es en fin de compte une espèce de cellule, tu vois, de choses, et c'était très beau à voir. On s'est dit, on n'aura jamais ça. Qu'est-ce qu'on montre ? On a dit, il faut montrer tout le monde au naturel. On prépare personne, amener leur caméra, choc des cultures. Tu vois ? Et l'effet choisi, c'était ça. C'était vraiment que les gens se disent, waouh, c'est la France. Ouais, c'est à 12 km, c'est à 12 minutes de Châtelet-Léal, ça. Et tu as senti l'impact de cette image de ministère amer qui soudain existait à la télévision, dans le quartier, auprès des gens ça... Forcément, tu passes à la télé, c'est plus le même. C'est pas que tu changes, c'est que le regard des autres, les gens te voient tous les jours pendant 15 ans, 17 ans, 18 ans, et le jour où tu passes à la télé, c'est comme s'ils te redécouvraient, les gens. Et là, tu te rends compte de ça. Mais ce qu'on se rend compte, nous, c'est qu'il y a une espèce de fierté qui est inhérente à tous les quartiers de France, en réalité, où les gens sont contents d'avoir des gens qui les représentent quelque part, même si on ne s'est pas autoproclamé représentant de la ville de Sarcelles, mais ayant été les premiers à avoir ramené, toi, avant le rap français, c'était Paris et Marseille. Et nous, quand on arrive, on dit, bon, il y a un troisième axe. Enfin, il y avait Paris, Saint-Denis et Sarcelles, mais Saint-Denis, pour nous, c'est la porte de Paris, toi. Et nous, on disait, voilà, on va ramener notre ville dans le truc. Voilà, moi, c'était ça, mon truc, c'était dire, avec Ministère amer, on va ramener la ville de Guerche-Sarcelles sur l'échiquier du rap. Après, nous, les artistes qui viendront après, n'auront plus du mal à arriver, parce qu'on dira, bon, voilà, l'école de Guerche-Sarcelles, qu'est-ce qu'elle nous a pondu cette année, ces 10 dernières années. On était super contents de ça. Et c'est le retour qu'on avait des gens de notre ville. Et les gens, et moi, j'avais un pressentiment que les gens étaient assez fiers. Moi, je sais que il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se plaignent des ventes de disques. Mais ils ne se rendent pas compte à quel point, il y a 20 ans, et comme aujourd'hui, c'est compliqué de vendre 500 albums. Tu vois, parce que la musique, c'est un truc où tu n'as pas forcément besoin d'acheter. Tu peux écouter de la musique, consommer de la musique sans forcément l'avoir chez toi. Et nous, on avait les gens de chez nous, tu vois, je ne savais pas combien de disques ils avaient. Ils avaient notre disque, les mecs. Tu vois, nous, on l'avait avec Musidisc, on avait demandé à ce que le disque sorte, le Maxi 45 sorte 1 ou 2 jours avant chez nous. Donc on avait fait ça sur l'affiche, sur le flyer à l'époque, on avait fait sortir à Guerche-Sarcelles tel jour et le lendemain dans le reste du monde. parce que pour nous, le reste du monde, c'était pas chez nous. Toi, nous, on a cultivé ça. On a cultivé le côté... Chez nous, c'est Guerche-Sarcelles, c'est pas Saint-Denis, c'est pas Duny, c'est pas La Courneuve, etc. Et moi, j'aime ça chez les gens de quartier. Et ça va, c'est une contre-vérité de tous les mecs qui disent ces gens-là se croient en Algérie, en Tunisie, en Algérie, au Congo, au Cameroun, au Sénégal. Tu vois ce que je veux dire ? Nous, quand tu as des mecs qui disent ouais, nous, on vient du 93, ils disent pas du 93e département de Tunis ou de Marrakech. Tu vois, c'est le 93e département de la France. Et cette façon même pour nous de rebaptiser notre quartier Sect Abdoulaye, c'est cette affirmation de ça. On est ici, voilà, on est ici, vous allez faire avec nous. Parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Tu vas se dire. Et nous, on cultivait ça. C'est vraiment ça qu'on cultivait. C'était vraiment dire, on est un groupe de Guerche-Sarcelles, on n'est pas un groupe de Saint-Denis. On connaissait des groupes de Saint-Denis qui nous disaient, nous, on est un groupe de Saint-Denis, comme on connaissait des groupes de Mantes-la-Jolie qui sont venus en disant, nous, on est de Mantes-la-Jolie. Tu vois ? Et ça nous plaisait. Parce qu'on a toujours pensé que le rap français, pour nous, à part IAM, le rap français, c'est le rap parisien. Tu sais. Et même Paris, c'est juste la plateforme. Paris, c'est la plateforme de plein de scènes autour de Paris. En réalité, quand on regarde l'histoire du hip-hop français, c'est toutes les énergies convergent vers Paris, Châtelet, le Trocadéro, le Bataclan, etc. Mais tout ça, le matin, ça se vide et ça retourne dans sa propre banlieue, quoi. Moi, je voudrais revenir sur Brigitte, femme de flic. Quand la polémique arrive, tu te dis quoi ? Tu te dis ça va être le moyen de rebondir là-dessus ? Tu paniques ? Ouais. Moi, je dis super. Comment tu prends la nouvelle ? Tu vois ça, tu te dis comment ? Ah non, mais moi, mais je jubile. C'était sur le premier album, donc Pourquoi tant de haine ? Aucune force d'État ne peut stopper une chienne en route, surtout pas quand c'est la fille d'un fils de pute. Aucune force d'État ne peut stopper une chienne en route,
C'était très très cash quand même. Hein. C'était Ouais, mais vraiment, le morceau, mais justement, je pense qu'il y a toujours une mauvaise compréhension du morceau Brigitte Femme de flic. C'est pas un morceau contre la police, ou même. Le morceau Brigitte Femme de flic, selon moi, c'est comme ça que moi je le vois de l'intérieur. C'est pas ça, c'est que le racisme, c'est un morceau sur le racisme. Parce que c'est quoi le racisme? C'est l'histoire d'un mec qui est chez lui, qui a l'impression que l'étranger a une plus grosse bite que lui et qu'il a baisé mieux sa femme que lui ou sa fille. C'est ça le racisme. C'est juste ça, là. Et ce morceau-là, il parle de ça. Et ce morceau-là, il parle de ça. Il parle de... Tu vois, t'as le mec, le policier, c'est pas le mort aux vaches. Tu vois, c'est le mec qui... Non, on pense que les nègres... tu vois, les mecs, dans l'imagerie traditionnelle en France, le nègre, c'est un symbole paulien. On sait danser, on a une grosse bite pour enfanter les gens. Quand tu joues sur ça, justement, en t'attaquant à ce qui est une espèce de force d'interposition ou de sauvegarde ou de bienséance entre les gens, là, tu touches quelque chose qui est... C'est pas nique la police. C'est pas nique la police. Non, nous, c'est pas... Alors, on a aussi beaucoup dit, tu vas peut-être pouvoir nous confirmer ou infirmer ça, que la Brigitte existait réellement. Il y a une fameuse photo, on voit Stomy, Passy et Gynéco avec une femme qui a un masque, un peu comme dans la partouze de Eyes Wide Shut, une espèce de masque à plumes, avec, si je me souviens bien, Gynéco qui lui tient le téton, et ça serait la vraie femme d'un vrai flic qui aurait inspiré le morceau. Officiellement, oui, elle a existé. On est entre nous, je viens de bonne compagnie. C'était que de la fiction. Mince. Encore une légende qui tombe. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu, non pas un procès, mais une plainte lancée par des CRS qui sont arrivés, comme quoi la promo de Moby Disc n'était pas terrible, plus de 6 mois après. Donc la plainte a été rejetée, mais ça a été l'occasion d'un reportage sur France Info qui a servi un morceau sur le deuxième album, le mythique 95-200, Brigitte Femme 2. Ouais. Non, c'est ça. Il y a une loi en France et nous, on l'apprend que sur... tu ne peux pas attaquer un disque 2 mois après sa sortie commerciale. Donc, si tu arrives 2 mois et 1 jour après, c'est pas bon non plus. Donc là, ils sont arrivés trop tard. Et on m'appelle un matin pour me dire « Ouais, écoute, France Inter ou France Info, il y a ça en boucle. » Je dis « Ah ouais, j'écoute. » Et finalement, toutes les 5-10 minutes, il y a un truc qui passe. Ils ne font effectivement pas dans la dentelle. Moi, je mets juste une cassette, j'enregistre le truc, j'ai dit « Ouais, j'ai le morceau suivant, les mecs. » J'ai la réponse du truc, etc. Pourquoi tant de haine? C'est le titre du premier compact disque d'un groupe de rappeurs sarcellois, Ministère Amer. C'est aussi la question que se posent les CRS toulousains. Ils ont demandé à Charles Pasqua d'interdire la vente au public de ce compact disque. Brigitte, Femme de flic, est en particulier la chanson qui a le plus touché les CRS. Elle ne fait effectivement pas dans la dentelle. Les femmes de commissaire veulent avoir le gangster, un arabou, un noir, visse la au plumard. Donc c'est toi qui as l'idée de la suite de Brigitte Femme 2 Ouais. C'est un refrain un peu inspiré de Claude François, le téléphone pleure. C'est ça, c'est ça le truc. Je prends Karl, The Voice, et je dis voilà, j'écris les paroles et on cale le truc avec 2 ou 3 notes dessus. Je dis voilà, ça va être ça, on va pas refaire un morceau 2. Je pense que c'était la meilleure truc à faire. Donc finalement, c'est après la sortie du premier album que vraiment tu commences à être en confiance pour élaborer des stratégies, commencer à construire ta prod, etc. Là, ouais. Parce qu'entre le premier et deuxième album, personnellement, je fais une école de pub avec DJ LBR. Ouais. Okay. Je suis dans la même école de pub que DJ LBR, parce que moi, à l'époque, j'avais envie d'être Rousse et Guéla, Kézak et Goudard. Rien que ça. Et j'aimais, moi, j'étais attiré par la pub. Finalement, tu as laissé ta place à Farid et Fred. Très bonne compagnie, là. Non, moi, j'aime bien Farid et Fred. Et donc, il y a cette période de ma vie où j'avais envie, moi, d'être publicitaire. D'accord. Et donc, et ça ne s'est pas fait parce que j'ai... on doit faire un stage à la fin de l'année, tu vois. Et donc, plein de mecs dans ma classe, j'étais dans une école dans le 15e arrondissement, et tous les mecs dans ma classe, ouais, papa, ils travaillent à la régie pub de TF1 ou de France 2, ils ont tous des bons stages, et moi, je me retrouve avec pas de stage du tout, quoi, à la rigueur. Et je vais dans une soirée actuelle Radio Nova, et je revois Jean-François Bizot, qui, à des moments de ma vie, est apparu comme ça, un peu comme un mec qui apparaît et qui dit « Ah, tiens, t'as besoin de ça, tiens ». Et il me dit, tu fais quoi? Alors ton groupe, comment ça va et tout ça? Je dis, ouais, ça va, on se débrouille pas mal. Alors, et toi, l'école? Je dis, ouais, je fais une école de pub. Ah, tu fais une école de pub? Je dis, ouais, tu cherches... Je dis, ouais, je cherche un stage. Il fait, tu cherches un stage? Bah écoute, Jérôme, mardi, je vais avec ces gars-là en Pologne, parce que tu sais, comme Eurocom a fusionné avec Havas, je vais avec lui, ils achètent des agences en Pologne. Quand je reviens, tu m'appelles, je te donne un truc et tu l'appelles. Ouais.
Une semaine après, j'arrive à Issy-les-Moulineaux, dans les bureaux, des nouveaux bureaux, alors que là, ils sont en train de fusionner entre Eurocom et Havas. Et je me retrouve dans un bureau avec des publicitaires et qui me disent, bon, alors, tu veux faire publicitaire? Je dis, ouais. Tu veux faire quoi? Conception, rédaction? OK. Bon, alors maintenant, tu vas rentrer chez toi et tu vas nous pondre des pubs sur des produits que tu veux et tu ramènes ça dans une semaine. OK. Donc j'imagine des pubs, etc. Je prends 5 produits, parce qu'il m'avait demandé 5 cartons, etc. Et j'ai comme storyboarder, mode tout. Ça a la gueule quand même. J'ai mode tout comme storyboarder, il passe, il est là, et puis je dis ouais, j'ai besoin de ça. Il me dit ok, pas de problème, on fait ça toute une nuit pratiquement. Et je ramène 4 projets, etc. Et entre-temps, le groupe, lui, a besoin de plus en plus de moi. Musidisc, je sens que ma présence là-bas est de plus en plus souhaitée. Et j'ai le choix entre ce stage-là et toi, qui, moi, peut m'aider dans ma vie personnelle et un autre truc. Et finalement, je décide, je vais parler avec les gens qui dirigeaient Musidisc à cette époque. Je dis, ouais, je peux faire un stage dans une agence de pub, mais ça va me priver de faire ce que je fais ici. Alors, est-ce que je peux avoir mon stage ici? Tu fais faire quoi? Tout. Et c'est là que j'ai commencé à faire un stage chez Musidisc, finalement. J'avais un bureau aussi grand qu'ici, avec un téléphone, un ordinateur, tu vois, le même que dans Wargames. et je pouvais appeler partout dans le monde. Et je faisais mon stage dans la maison de disques où le groupe que je manageais était signé. Mais tu faisais un stage de quoi? De chef de produit? Moi, j'ai tout fait. Moi, j'ai appris la direction artistique, j'ai appris le chef de produit, le marketing, la promo. En plus, j'avais des gens, Isabelle Mauvais, j'avais Antoine Olivier, Dominique Marie et tous ces mecs-là qui étaient chacun dans leur département, qui ont été mes profs in situ, quoi, des gens charmants, je posais des questions. Alors le matin, j'avais compris, il ne faut pas trop poser des questions là, mais de temps en temps, je posais des questions, comment tu fais ça, comment ils font ça. Donc, on était à Musidisc, c'est la maison disque aussi qui historiquement distribuait tout ce qui était la souris déglinguée, comment ça s'appelle, Boucherie Production, là, les garçons bouchers. Mais ils avaient aussi le catalogue, ils avaient aussi la distribution en France de Profile, avec Randy MC, Brooklyn Funk Essential, etc. Et donc, moi, je recevais plein de disques comme ça, tu vois ce que je veux dire. Et on me dit, ouais, tu connais ça? Ouais, je connais. Tu connais ça? Special Ed, je connais tout ça. Et donc, voilà, j'apprends. Au lieu que mon stage dure 2 mois, je suis resté là-bas 6 mois.